Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Dans les pays qu'on va mettre en place, il va y avoir des endroits où on va peut-être plus être sur des équipes un peu de back-office qui vont être regroupées dans certains pays. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Moi, je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu es la bienvenue. Je suis content que tu sois là. En plus, ça va un tout petit peu réchauffer les cœurs d'une météo qui est maussade. Là, je regarde, il pleut, c'est moyen, mais c'est pas très grave parce qu'on va parler de sujets passionnants avec Laura. Et avant qu'on se jette à l'eau sur le sujet et sur Regat et toi-même, je dois dire, c'est une petit préambule que je suis content qu'on aborde ce sujet. Vous le savez, si vous avez lancé l'épisode, vous savez de quoi on va parler. C'est un sujet qui est compliqué. On voulait attendre de trouver, j'allais dire, le bon alignement de planètes et je pense qu'on l'a trouvé avec Laura et Regat. Donc un grand merci de nous rejoindre là-dessus. Merci à toi de m'accueillir. Et du coup, peut-être avant qu'on se lance dans les joyeusetés sur le sujet de l'internationalisation, j'aimerais bien te laisser présenter Regat ainsi que toi-même. Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis Laura Pallier, je suis cofondatrice de Regat. On est deux associés. Avant de monter Regat, j'ai eu une vie de financière. J'ai été chez KPMG en audit et en conseil pendant 7 ans. Puis après, j'ai été directrice financière de Mailjet, qui était une start-up dans l'emailing où j'étais en charge de la partie financière et la partie RH pendant 5 ans. Et ensuite, quand Mailjet a été revendu, je me suis lancée dans l'aventure de Regat. Et Regat, c'est un logiciel SaaS qui permet d'automatiser tous les traitements financiers et comptables d'une société et de monitorer son activité à un seul endroit unique. Et peut-être pour donner quelques infos, j'allais dire, structurantes pour se faire un peu une idée de Regat, tu me corriges si je me trompe, mais vous vous êtes lancé en 2020, février 2020. À l'heure où on se parle, vous êtes plus d'une centaine, 120, Oui, 120, oui. Et vous avez levé donc récemment une série A et un seed avant cela, 2021-2022. Ça me fait tout bizarre, ça, à moi de me dire qu'il y a des boîtes qui se sont lancées avant le Covid. Juste au moment du Covid, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. Et là, je me dis, attends, mais il y a déjà le temps de monter à 120 personnes, de faire 2 tours de table et tout. Là, vous avez pas chômé, cela dit. Oui, voilà, on a été quand même assez rapide, je dois bien l'avouer. Et non, mais c'est vrai, comme tu dis, hein, on s'est dit avec mon associé Alexis Renard, top là, on monte une société. Nous sommes en guerre. Voilà, on a pris des bureaux aux Spaces, on était tout contents, c'est génial. Et puis la semaine d'après, on était confinés. Donc on a gardé nos bureaux tout vides et on a travaillé, mais finalement ça nous a beaucoup aidé parce que finalement on a travaillé toute la création du produit quand toute l'économie était à l'arrêt. Et donc, quand tout a repris, on est arrivé, on a dit, tadam, on a un produit. Allez, c'est parti. Truc de ouf. Écoute, en tous les cas, canon. Et vous l'avez compris, on va parler d'international. C'est quand même un sujet qui est censé être le destin ou le démarrage de la plupart des startups ou scale-up. On va en parler. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, comme je disais, très content qu'on se lance là-dessus. On y va ? On est parti ? C'est parti. Allez, on va commencer par le contexte Regat, je dirais. C'est quoi la relation de Regat avec l'international ? Vous avez commencé à l'international, vous vous êtes internationalisé vite. Qu'est-ce que ça veut dire international ? Est-ce que c'est Europe ? Est-ce que c'est monde ? Enfin, raconte-nous un petit peu la réalité de ce que vous avez choisi. Alors, nous, quand on a commencé la société, on s'est vite dit qu'on n'avait pas vocation à rester une société française. On voulait se positionner immédiatement sur un périmètre européen pour Regat.
Donc du coup, on a commencé à chercher des financements avec des fonds français, mais des fonds avec une coloration internationale. Donc les premiers fonds qui sont rentrés chez nous, c'est un fonds franco-italien, et le deuxième fonds qui est rentré chez nous, c'est un fonds américain. Et le pitch qu'on a mis en place, c'est Regat. Nous, on fait pas la comptabilité, on est sur toute la surface de la finance, et donc en fait, on va se concentrer sur le transactionnel qui n'embarque pas tout l'aspect réglementaire, et on va pouvoir dupliquer le modèle facilement sur tous les pays parce que nous, on va pas embarquer tout l'aspect réglementaire de chacun des pays. Et donc du coup, on a commencé à travailler sur Regat, comme on l'a dit au tout début, il y a 3 ans. Mais là, on a décidé cette année, en début 2023, de commencer l'Espagne assez rapidement parce qu'on pense que effectivement, pour avoir cet ADN international, il faut pas rester trop longtemps sur un seul marché. Il faut vite faire rentrer de nouveaux marchés dans d'autres pays pour pouvoir tout de suite prendre en considération tous les aspects spécifiques liés aux produits qui doivent être pris en compte, et aussi dans la culture d'entreprise, tout de suite amener les gens à penser international. Donc nous, on a des équipes qui sont un peu disséminées. On a des équipes en France, on a des équipes en Bulgarie. Là, on commence du coup à recruter des équipes en Espagne. Et donc, très rapidement, il a fallu insister sur la vocation de Regat à devenir internationale. Après, de par ma précédente expérience en tant que directrice financière chez Meljet, on avait également une société qui était très internationale. Quand je suis rentrée chez Meljet, c'était une société qui était à 90% de chiffre d'affaires en France. Quand je suis partie de chez Meljet 5 ans plus tard, il nous restait 30% de chiffre d'affaires en France, et le reste, c'était dans des filiales étrangères. Donc on avait 6 filiales étrangères qui étaient principalement basées en Europe, Angleterre, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, mais on avait également des filiales US et Canada. Donc c'était une joyeuse bande à devoir gérer. Donc voilà, les questions de l'international, c'est quelque chose que je vis déjà depuis plusieurs années et avec lesquelles je suis maintenant assez familière, que ce soit en tout début de parcours ou en maturité un petit peu plus avancée. Et on va évidemment piocher, si tu en es d'accord, dans l'intégralité de tes expériences pour aborder ce sujet. Donc juste pour replacer, ce que je comprends en fait, c'est Mailjet, on a eu affaire à une internationalisation. Donc marché français, puis ouverture jusqu'à avoir un morcellement du CA qui passe de 90% France à quelque chose qui est plus réparti sur différents pays. Et entre autres choses, ça vous a donné envie avec ton associé de démarrer une boîte qui, en tout cas dans la philosophie, est Europe First. Ce qui, en termes de staff, va faire que vous avez des équipes en Bulgarie, que vous ouvrez l'Espagne rapidement et que vous avez dans votre board des financements qui ne sont pas que français. Exactement. Ok. Et du coup, on pourrait parler de l'internationalisation sous beaucoup de prismes. Le prisme très business, très marché, on pourrait faire beaucoup de choses. La notion de scaling d'un point de vue business plan quasiment. Là, on va vraiment le centrer sur la dimension people. Donc sur Regat, on va pouvoir parler d'intentions que vous portez ou de bonnes pratiques que vous avez mis en place day one, en préparant justement quelque chose qui est très européen. Mailjet, on pourra parler de ce que tu as vu qui fonctionne et de ce qu'il y a vu qui fonctionne pas. Ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bizarrement. Et peut-être pour parler un peu de l'importance de la thématique de ce point de vue people, comment tu le décrirais, notamment parce que tu l'as déjà vécu? Pourquoi c'est important? Parce que économiquement, on le comprend bien, mais pourquoi c'est important de se pencher à l'internationalisation et d'en faire un chantier, et pourquoi c'est dur, en fait? Alors pourquoi c'est important? Parce que en fait, il va y avoir d'un point de vue people, on est d'accord. Il va y avoir différents types de situations dans les pays qu'on va mettre en place. Il va y avoir des endroits où on va peut-être plus être sur des équipes un peu de back-office qui vont être regroupées dans certains pays, donc avec beaucoup de personnes. On va être sur des situations parfois où on va faire plutôt de l'initiation de marché, donc en général des équipes plutôt restreintes, focalisées sur du marketing, du commercial, avec très peu de personnes au début,
dans l'intention de vérifier si le marché fonctionne et s'étendre. Et en fait, ce tournant de l'internationalisation, il va permettre de valider le modèle de la société, et c'est important du coup d'un point de vue people de réussir à sélectionner les bonnes personnes, ce qui va être très difficile en termes de profil, et d'arriver à les fidéliser, parce que ça c'est pareil, c'est encore un très très gros enjeu du démarrage dans certains pays, et à ne pas se retrouver dans des situations qui sont très classiques, qui arrivent tout le temps, du sentiment de ce qu'on appelle du left side, de la personne mise à part, qui se sent un peu exclue, et d'avoir l'impression que tout se passe au centre, le cœur du réacteur va se passer dans le siège, et par contre toutes les autres filiales vont se dire nous on est au courant de rien, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'est un peu réussir à établir la bonne dynamique pour que derrière on arrive à délivrer le plan qu'on s'est donné en termes de développement international. Et en termes, alors moitié retour d'expérience des expérimentations que vous avez fait avec Mailjet, moitié intuition, ou choses que tu as vues dans différentes boîtes, dans des collègues entrepreneurs, comment on peut observer que ça prend un mauvais tournant, que ça tourne au vinaigre en fait cette affaire-là, parce que je vais me jeter un petit peu à l'eau, moi je vais mouiller la chemise. Mon expérience de l'internationalisation, notamment l'internationalisation qui arrive en cours de route, ce qui est un peu le modèle classique, c'est que ça se passe pas bien. Et je vais pas jeter la pierre, c'est parce que c'est très dur, comme tu le disais. Ouais, c'est très très difficile. Et effectivement, tu as donné un des effets qui peut commencer à montrer que ça tourne au vinaigre, à savoir le sentiment de se sentir satellite, exclu, isolé, ce qui fait perdre la motivation. Peut y avoir des problèmes de casting, tu en as parlé aussi, de dire on ouvre un pays, on prend quelqu'un et en fait on monitore peut-être pas assez, donc la personne est peut-être, en plus d'être isolée, pas forcément la meilleure pour le job. Toi, qu'est-ce que tu as vu qui est des marqueurs de ça se passe pas comme il faudrait l'internationalisation? Alors, il y a plusieurs marqueurs. Juste avant de partir sur les marqueurs, il y aurait un troisième problème qui peut se poser aussi, c'est un problème de management pour donner les bonnes directions de ce qu'il faut faire dans le pays en question. Et le management à distance, c'est pas toujours aisé non plus. Sur les marqueurs qu'on peut voir, on va dire qu'au début, ça va être relativement diffus, parce que bien évidemment, une situation, elle n'est pas mauvaise du jour au lendemain, ça se fait progressivement. Donc déjà sur les histoires de casting, parce que finalement c'est la première chose qui va se passer, c'est qu'on va arriver dans un pays, on va recruter des personnes, et en fait on va rechercher des profils qui sont très difficiles à trouver, qui sont des profils qui sont à la fois entrepreneurs, à la fois commercial, qui vont arriver sur un pays où personne connaît la marque, qui doivent tout faire, ils sont hyper doueurs, et à la fois il faut qu'ils aient aussi une vision stratégique pour bien comprendre les enjeux du marché et faire qu'on adapte le discours pour que ça fonctionne. Donc en fait c'est un peu le mouton à 5 pattes. C'est des franchisés en fait qui vont chercher. C'est clair, et en fait, ça, c'est très compliqué. Et quand on va réussir à trouver quelqu'un, cette personne, après, elle va être responsable aussi de ce qu'elle est l'équipe là-bas, donc de recruter derrière. Donc, il peut y avoir vraiment... Enfin, voilà, le choix, il est hyper important. Et en fait, les premiers signes, ça va être de voir que la personne, déjà, elle a du mal à délivrer. Elle a du mal à recruter correctement. On attend d'elle qu'elle commence à avoir quelques petites ventes. Pas grand-chose, parce qu'on sait très bien que c'est difficile au début. Mais ça prend du temps. Et en fait, il y a toujours cette explication du « oui, mais ici, c'est pas pareil ». Le marché ici, il est différent. Le produit, en fait, il peut pas se vendre comme ça dans ce pays-là. Et ça, c'est la phrase qu'on va entendre dans 100% des cas. Et en fait, moi, je trouve que c'est le premier signe que ça va pas marcher. C'est qu'en fait, si la personne, elle commence à expliquer tout ce qui se passe pas bien ou tout ce qui est retardé par le fait que c'est pas lui, c'est le produit, on a probablement... Ouais, on n'a probablement pas choisi la bonne personne. C'est un des premiers points. Et puis après, je dirais que le sentiment d'exclusion, qui est le deuxième point un peu fort de cette chose-là, c'est que souvent, quand on a un certain nombre, une taille critique dans un siège, on va mettre en place plein de choses pour que les gens se sentent bien au travail, qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait une espèce de culture d'entreprise qui se mette en place, qui permette d'embarquer tout le monde sur le projet, qu'on ait tous un but commun et qu'on avance ensemble, et que ce soit agréable d'avancer ensemble, même si c'est très intense par ailleurs. Donc, on va mettre en place, nous, par exemple, chez Regat, on met en place des cours de sport le midi, voilà, on essaie de mettre en place des pots régulièrement le soir, on essaie de mettre en place des choses comme ça. Et
en fait, sur une équipe de 3 personnes dans un pays au début, quand ça commence à se lancer, c'est compliqué de mettre ça en place. On peut pas parce qu'on n'a pas la taille critique. On peut pas s'amuser à aller payer des cours de sport pour 3 personnes. Et donc, en fait, c'est cette cumulation de petites choses qui fait qu'à la fin, ils se disent ah mais quand même à Paris, ils sont quand même bien mieux traités que nous. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, on fait moins souvent des verres. Alors, bien sûr, ils vont en faire, mais ils sont que 3, donc ils ont moins cette sensation d'appartenir à un groupe. Et puis nous, on n'est jamais au courant de ce qui se passe, etc., etc. Et quand ça commence à râler, c'est pareil. En fait, ça revient assez rapidement. Hein. On se rend compte que c'est pas dans la bonne dynamique et qu'on va pas dans la bonne direction. Moi, j'ai eu le cas. Je me souviens quand j'étais chez Mailjet où on avait une filiale. On avait beau faire ce qu'on pouvait, et pourtant ils étaient quand même déjà au moins une bonne dizaine. Ils étaient jamais contents. Il y avait toujours ce truc de se dire mais ça se passe pas bien, ça râlait tout le temps. Et alors qu'on essayait vraiment, on a pris des bureaux, on a mis en place des activités, on a mis en place des points réguliers et tout, et on n'arrivait pas à les faire adhérer à ça s'identifie assez rapidement quand même. Hein. Et alors du coup, embrayons directement sur de l'actionnable. Qu'est-ce que tu as vu fonctionner chez Mailjet qui marche, qui justement va appuyer une internationalisation réussie et que vous avez choisi de mettre en place chez Regat? Alors je vais enfoncer une grande porte ouverte, mais c'est pas grave parce que c'est quand même important qu'on commence. Chez Regat, c'était une société, on était français au début, et en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on commence à recruter des personnes à l'international, il y a une personne qui est étrangère et 90% du reste va parler français. Et en fait, il y a tout un switch de mentalité à faire pour qu'on commence à dire attends, il y a un tel parle pas français, et même si c'est la seule personne à pas parler français, on va tous parler anglais en fait. Et le switch de la langue de travail qui peut paraître anodin, et quand on arrive sur une société qui est plus mature, qui travaille depuis longtemps à l'international, c'est tout à fait naturel et tout le monde le fait volontiers. Le switch est pas facile à faire pour beaucoup de personnes. Imposer la langue de travail en anglais, toute la rédaction des documents en anglais, les gens ont l'impression de perdre en efficacité, puis peuvent plus s'exprimer aussi finement qu'ils avaient l'habitude de le faire, etc. Donc ça, c'est un premier combat déjà à faire. Petite question pour faire le parallèle entre les deux, si tu le veux bien. Chez Mailjet, vous êtes passé du français à l'anglais ? Point d'interrogation. Et est-ce que du coup chez Regat, dès le début, la langue de Regat c'est l'anglais? C'est ça que vous avez fait? Alors oui, en fait, exactement. En fait, chez Regat, dès le début, on s'est dit qu'on voulait être international. Donc, de toute façon, même si les réunions étaient en français, parce qu'on était tous français, tout ce qui était documentation technique ou commerciale, ou même tout ce qui était corporate en termes de documentation, était fait en anglais. Ce qui fait que on savait que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudrait que ce soit en anglais. Et justement, chez Mailjet, comme il y a eu un switch progressif, on s'est retrouvé à plusieurs étapes de la société à devoir convertir des choses qui avaient été faites en français dès le début, et à devoir ramer pour rattraper tout le backlog de ce qui avait été produit en français pour le mettre en anglais. Ce qui avait pris du temps, de la ressource, alors que quand on le fait depuis le début, forcément... On gagne du temps de ce point de vue-là. Bon. Je sais que c'est désolé, j'embraye sur ce point-là parce que c'est effectivement, tu as raison, je ne sais pas si c'est une porte ouverte, mais en tout cas c'est un cornerstone de tout le reste. Et il y a un truc qui me pose vachement question, c'est une arlésienne, hein, l'anglais dans des boîtes françaises, c'est rigolo, c'est pour plein de raisons, c'est un grand débat. Moi, il y a deux questions que je me pose, et là je m'adresse à la chef d'entreprise, à la dirigeante, c'est est-ce que pour porter ça, c'est quelque chose que vous regardez au recrutement? Là, je pense à Regat plutôt qu'à Mailjet, de type, non, si tu parles un anglais qui n'est pas suffisant, ça va être trop pénible, et donc en fait quelque part c'est une core skills, t'es censé parler anglais, et ou on peut le prendre par l'autre angle, dans le package de développement de telle ou telle personne ou tel profil, on pourrait mettre des cours d'anglais. Parce que j'ai l'impression que c'est sous-utilisé, et je ne sais pas quoi en penser. L'option mettre des cours d'anglais. Alors, bon,
quand tu commences à monter la société et que tu as besoin d'avoir des ressources, tu regardes plus le côté technique que le fait que la personne elle parle anglais. Parce qu'en fait, il y a un moment, il faut être pragmatique. J'ai Oui, besoin tout à de fait. quelqu'un de compétent qui me fasse bien et rapidement les choses. Et c'est génial si t'es bilingue, mais en soi, c'est pas ça qui va m'aider là maintenant tout de suite. En revanche, effectivement, assez rapidement, on a inclus dans les profils de recrutement la capacité à parler anglais. Et à pouvoir travailler dans cette langue-là. Et on a testé souvent en entretien si la personne parlait correctement anglais. Après, ça nous est arrivé pour les personnes qui arrivaient assez tôt de pas forcément vérifier cette chose-là et de se rendre compte a posteriori que c'était peut-être pas aussi fluide quand même en anglais qu'en français. Je sais pas si cette notion de cours d'anglais, elle est vraiment voilà, on a tous eu ces discussions un jour avec des amis où on se dit, en fait, la vraie façon de progresser en anglais, c'est de partir vivre plusieurs mois à l'étranger. Et c'est vrai, c'est pas parce que je vais faire 1 heure de cours par semaine en anglais, à côté de la tonne de choses qu'on a tous à faire dans nos vies professionnelles et notre vie personnelle, que je vais devenir un cador en anglais, quoi. Donc, je sais pas si ça suffit à passer l'extra mile qui va permettre de s'exprimer bien en anglais. Ouais, ceci étant, faire un Erasmus avec toute la boîte en disant bon bah vous toutes vous allez vivre à New York maintenant, ça se fait pas tout seul. Mais bon. Écoute, si jamais on fait ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode sur le sujet. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. Donc en tout cas, effectivement, on commence par les commencements. Oui, une boîte internationale implique à peu près nécessairement que la langue de la boîte soit l'anglais, évidemment. Quoi d'autre? J'imagine que... Oui, vas-y. Oui, j'allais enchaîner sur la culture d'entreprise. C'est assez drôle parce que, moi, je sais que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais absolument pas du tout sensible aux problématiques RH. Et à chaque fois que je rentrais, et j'étais plutôt grand groupe, et donc à chaque fois que je rentrais dans une société et que dans le hall d'entrée immense des sociétés du CAC 40, il y avait les valeurs inscrites sur le mur de la société, je me disais toujours, mais c'est tellement bullshit ce truc, c'est incroyable. Et en fait, en allant dans une plus petite structure, en étant vraiment impliquée justement sur toutes ces problématiques, je me suis rendu compte que non, c'était pas si bullshit que ça et que c'était même très important. Et c'était d'autant plus important quand on était dans une petite structure parce que c'est ce qui fait qu'on va tous travailler en harmonie et qu'on va aller dans la même direction. Donc, je pense que cette culture d'entreprise, elle est importante quand on est à l'international aussi. Et autant, ça se fait assez naturellement, je trouve, même s'il y a quand même besoin d'efforts, mais quand on est dans une société avec 50 de personnes, qu'on est tous là, finalement, inculquer la culture d'entreprise, c'est un peu du lead by example. Donc, si je pense que ça, c'est important, il suffit que je montre que c'est important et finalement, tout le monde va adhérer à l'idée et se dire, bah oui, c'est vrai, si c'est important pour elle et que c'est important aussi pour tous les autres, bah, on est tous d'accord que c'est important, on va dans cette direction. Sauf qu'en fait, qu'on ne voit pas la personne tous les jours, qu'elle est à l'autre bout du monde, qu'elle est isolée avec 3 autres personnes, comment on arrive à faire passer ce message que finalement, bah, ces valeurs d'entreprise-là, c'est des valeurs qui sont importantes et qu'elle aussi, elle doit y adhérer pour faire partie de l'entreprise et se sentir bien dans l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de réussir à le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment un point hyper important. Et ça peut-être pour... Vas-y, Laura, excuse-moi. Ouais, non, mais j'imagine que tu allais enchaîner sur les leviers actionnables, donc je te laisse, vas-y, faire le lancement sur et comment tu as fait. Comment tu as fait, Laura? Effectivement, c'est magnifique. Écoute, ça n'a pas été simple et là je vais plutôt parler de mon expérience Mailjet que mon expérience Régate parce que on a fait plus de tests chez Mailjet. Là, on s'est rendu compte que du coup, il y avait besoin que déjà les gens se voient. Ce qui n'est pas forcément facile parce que le fait que les gens se voient, c'est des coûts. C'est des coûts de déplacement, des coûts d'hébergement, et en fonction de la taille de l'équipe qui est à l'international, ça peut vite devenir quelque chose qui pèse dans le budget et qu'on ne peut pas faire très régulièrement. Mais je pense que c'est quand même important de se mettre un objectif que 1 à 2 fois par an au moins, toutes les personnes réussissent à se voir. Donc ça, on l'a fait et on l'a fait d'une façon générale toute l'entreprise, mais aussi par équipe. Donc il y a des séminaires 2 fois par an de chacune des équipes pour se réunir ensemble et faire des team building, mais également travailler ensemble sur des thématiques qui étaient d'actualité pour la société, mais physiquement. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'était pas assez, qu'il y avait des gens qui avaient toujours l'impression que ils sont là de l'autre côté, ils sont loin, on les voit pas tant que ça, etc. Et donc on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire, mais à distance.
Et on a mis en place des instants de socialisation à distance. Alors, après le Covid, on a tous entendu parler des cafés, des after-work à distance, etc. Bon, nous, c'était avant Covid, donc on n'avait pas tout ce retour-là. Mais nous, ce qu'on a fait, c'était un peu différent. C'était un système de jeu. Ça a vachement bien marché. En fait, tous les mois, ou même toutes les 2 semaines, je ne sais plus exactement la fréquence, on avait une équipe de designers et les designers faisaient un design spécial qu'on imprimait sur des t-shirts et on faisait un tirage au sort sur toute la société d'une quinzaine de t-shirts. Et donc on appelait ça le t-shirt contest. Et donc à chaque fois, tout le monde se connectait. On présentait le nouveau design et là, il y avait toutes les personnes qui avaient gagné les différents les t-shirts qui étaient nommés et tout. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un jeu que les gens finalement commençaient à apprécier. Tout le monde voulait être tiré au sort. Puis surtout, quand il y avait un design qui sortait, qui était canon, tout le monde était là. Ah, moi, j'échange tel truc contre ce t-shirt. Je veux cette édition-là. Mais comme c'était des éditions limitées à chaque fois. Et donc, en fait, il commençait à avoir un espèce de marché noir du t-shirt chez Manjet. Moi, je veux celui avec le chat qui fait Maujet. Et donc, voilà. Pris la bonne pratique des drops de Supreme. Et franchement, ça a marché, mais du tonnerre. Et les gens, ils étaient hyper motivés. Et moi, au début, j'y croyais pas trop. Je te oh, quand même, et tout, un t-shirt, on s'en fiche tous, quoi. Et non, en fait, ça devenait vraiment un rendez-vous. Et puis, on a rajouté le fait que les équipes, après, pouvaient se prendre une petite bière dans la cuisine. Voilà, c'est un moment un peu de... Alors, bien sûr, là, pour le coup, c'était plus avec les gens qui étaient à distance. Mais ce moment où tout le monde se regroupait autour de sa caméra, tout le monde se réunissait et faisait les annonces, ça a très, très bien marché. Alors moi, merci pour ces partages. Je note deux grands principes en fait qui sont déclinables. Le premier, tu me dis si tu es d'accord, évidemment, c'est toi qui as eu l'expérience. Mais le premier, c'est d'avoir des politiques globales. Typiquement, le fait de parler anglais, ça veut dire que c'est global, tout le monde parle anglais. Parce que si on fait pas ça, ça veut dire que ça va parler français, espagnol et bulgare. Et forcément, ça crée un morcellement. D'office, ça ne peut pas créer un sentiment d'appartenance. Ce qui va dans le même sens, c'est donc d'avoir une culture qui est très forte. Et je te rejoins, effectivement, il y a un truc qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que... je ne sais pas du tout si c'est connecté ou pas, mais tu as beaucoup de boîtes qui sont franco-françaises qui peuvent avoir des valeurs un peu bullshit, comme on le disait, ou en tout cas ressenties comme bullshit, où tu vas dans le hall, il y a marqué bienveillance, innovation et je sais pas trop quoi. Par exemple. Et à l'inverse, il y a beaucoup de boîtes américaines et donc internationales by design qui ont des valeurs qui sont en fait des leadership principles qui sont hyper forts. Je pense aux leadership principles de Amazon, ils sont très connus. On en pense qu'on en veut, c'est la culture Amazon, elle est clivante évidemment, mais en tout cas, c'est pas des blagues, quoi. C'est juste des principes de vie commune. On se dit, chez nous on fait ça, et ça évidemment chez nous, qu'on soit bulgare, espagnol ou français. Et sur cette culture d'entreprise, tu le retrouves d'ailleurs de façon très forte au moment du recrutement. Enfin, moi, je pense que je me suis rendu compte de l'importance, et ça c'est pareil, quand j'étais DAF, j'en avais pas encore saisi vraiment l'importance, mais je le perçois plus en tant que dirigeante d'entreprise, l'importance de faire passer les valeurs de la société au moment du recrutement pour s'assurer que la personne qui est en face de toi va matcher avec et qu'on est bien aligné, parce que quand elles sont pas bullshit et que c'est vraiment une réalité quotidienne, je pense que c'est quand même c'est là où ça commence, quoi. S'assurer qu'on recrute des personnes qui sont alignées avec ces valeurs-là et oui, tout à fait. Qui vont aller dans la même direction, quoi. Pour éviter le sentiment d'exclusion, vérifier qu'on a bien quelque chose qui nous lie tous ensemble autour d'une même culture ou une même vision. Et l'autre point que tu soulignais, qui est absolument crucial et qui recoupe aussi la notion de travail à distance, c'est la connexion entre les gens se fait toujours à échelle du temps passé ensemble. Ça, c'est un truc, bon, on pourrait en parler, mais quand on forme des managers chez Yaniro, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est on leur dit le 101, le tout début, le 101, c'est de développer du relationnel avec vos direct reports et vous développez du relationnel en passant du temps avec, parce que sinon ils vous suivront pas. Et ça, c'est un tout petit peu pareil dans l'international. C'est les équipes se sentiront isolées si elles le sont. À l'inverse, si elles ne sont pas isolées parce qu'il y a du temps qui est créé pour passer ensemble, du temps formel ou informel, donc on fait à la fois des t-shirts contest et à la fois des HoloLens potentiellement, ça va forcément limiter ça. Point important que tu disais en creux et que je veux souligner fortement, ça s'anime ça. Ça s'organise. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, là on peut imaginer le t-shirt contest où mine de rien il y a du boulot, il y a des gens qui travaillent pour faire ça.
Bah, si on fait pas ça et en se disant ouais, mais non, mais ils vont bien se parler sur Slack ou par mail et tout. Non, non, ils se parleront pas. Non, non, c'est sûr. Et je rajouterais à ça quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est que quand on va sur une dimension internationale, enfin, je l'ai dit à moitié, mais ça a un coût. Et en fait, ce coût, il doit être pris en compte. Il faut pas se dire que ah non, c'est trop cher, donc je vais jamais me déplacer et aller voir les équipes qui sont dans tel pays. Ben non, en fait, si on a ouvert ce pays, il faut prendre en considération que de toute façon, ce sera nécessaire et ça doit être inclus dans le plan. Et c'est pas on va diminuer les déplacements. Non, c'est si on ouvre un pays, bah il y a des déplacements qui sont nécessaires pour que tout le monde travaille bien ensemble. Et donc il faut le prévoir quoi. C'est pas optionnel. Alors, nouveau chapitre sur l'internationalisation réussie, la communication et le partage d'informations, parce que ça, c'est pas facile. C'est une bonne manière de se prendre les pieds dans le tapis. Encore une fois, on juge personne, surtout si vous galérez au moment où vous nous écoutez. On sait que c'est très difficile. Mais qu'est-ce que tu as vu qui sont des bonnes pratiques actionnables pour que ça se passe le mieux possible? Alors là encore, on s'est rendu compte. Alors les bonnes pratiques, elles sont différentes en fonction de la maturité de la boîte. Là, je vais parler de Regat et ensuite je parlerai de Mailjet, qui est une étape d'avancement un petit peu plus mature. Chez Regat, on a commencé et on s'est vite aperçu que plus on grossissait et plus les gens, du coup, enfin, c'est facile de savoir ce que tout le monde fait quand on est 5 dans la société et qu'on travaille tous dans le même bureau. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on est tous au courant de ce qui se passe et on va tous dans la même direction, pas de problème. Quand on commence à être 20, 30 et qu'il y en a une partie qui est pas forcément au bureau, qui travaille en remote, etc. Bon, bah là, on commence à se dire, ah, il y a des choses qui se passent. Ah bon, on a fait ça, je n'étais pas au courant. C'est plus difficile, il n'y a plus ce partage naturel de l'information qui se fait parce qu'on est tous ensemble. Et alors quand on est 100, j'en parle pas, et 120, encore moins. Donc nous, assez rapidement, en fait, on a mis en place les weekly. Donc les weekly, c'est des événements qu'on a progressivement rendus obligatoires. Au début, ils n'étaient pas obligatoires, mais maintenant, ils sont obligatoires, auxquels toute la société, mais toute la société, peu importe le poste de la personne, doit se connecter et pendant laquelle, ça dure une demi-heure maximum, ça peut durer moins, chaque manager va prendre la parole 5 minutes. L'idée, c'est pas de venir abreuver les gens d'une tonne d'informations. C'est vraiment de dire, ben voilà, moi, cette semaine, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'était ça, 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 c'est ça nos challenges et on en est là. Et chaque manager prend 5 minutes et explique ce qu'il fait. Et en fait, à l'issue, et nous, en tant que fondeur, parce que je parle, soit moi, soit mon associé, on a aussi une prise de parole où on explique, soit on veut insister sur un point spécifique sur une équipe parce que c'est un point qui est très important en ce moment, c'est un des challenges, et donc on en reparle avec notre façon d'en parler. Soit on peut donner des informations annexes sur, par exemple, la levée de fonds, sur plein de choses en fait. Et à la fin de cette demi-heure, normalement, une personne qui a écouté, elle sait ce qui est en train de se passer dans la société d'une façon générale. Elle sait si on a réussi à faire nos chiffres, elle sait quels sont nos problèmes du moment, quels sont nos succès du moment, voilà. Et ça, je pense que c'est important. Et on aurait tendance à se dire qu'il y en a moins besoin après, qu'on peut pas garder ce truc-là, on peut pas mobiliser 100 personnes quand même une demi-heure comme ça toutes les semaines et tout. Mais en fait, il faut le garder. C'est hyper apprécié de tout le monde. Et même si les agendas sont tous hyper chargés, c'est une valeur inestimable dans le partage de l'information, peu importe où on se trouve. C'est ce que vous faisiez chez Mailjet ou un dérivé ou que vous avez mis en place? Alors on faisait pas ça, on faisait pas ça. Ça c'est nous on l'a mis en place chez Regat, mais on le faisait pas chez Mailjet. La seule difficulté de cet exercice-là, c'est que quand on commence à s'internationaliser et qu'on n'est pas que en Europe et qu'on a, par exemple, je parle pas spécialement de Regat, mais voilà, t'as une équipe aux US, donc nous on en a pas là chez Regat, mais t'as une équipe aux US comme chez Mailjet et une équipe au Vietnam, eh ben, va trouver le créneau horaire qui correspond à tout le monde, sur lequel tu peux mobiliser tout le monde. C'est pas toujours aisé. Donc voilà, bon, à un moment, il faut du pragmatisme. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que du coup, si on prend tous vos managers, founders compris, ça doit faire quoi, une douzaine de personnes peut-être? Non, un peu moins. Aujourd'hui, on est allé peut-être 7 ou 8 à prendre la parole parce que nous, déjà, founder, c'est soit moi, soit Alexis. Et ensuite, on a le marketing, le commercial, les opérations, la tech. Et puis voilà, j'oublie quelqu'un. Bon, peut-être une personne en plus que j'oublie, mais enfin voilà, on doit être 6-7 à parler maximum sur cette partie-là, quoi.
Ok, Donc ça va non, vite, une demi-heure, ça non, suffit. j'avais jamais entendu, pour être tout à fait honnête, cet outil d'un weekly vraiment systématique avec toute la boîte, mais je pense que je peux voir tout à fait l'utilité de ça. Ça me donne juste un tout petit peu envie de creuser sur le format pour pouvoir le rendre le plus actionnable et le plus rapidement implémentable pour celles et ceux qui nous écoutent. Question peut-être très basique, mais j'imagine c'est quoi? C'est un équivalent Zoom où il y a tout le monde? Oui, tout Ouais, tout simplement, un simplement. Zoom. Et Et après, vous faut prenez les lutter. questions? Il faut... Ouais, alors oui, oui, mais en général, quand il y a 100 personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent poser des questions. Ouais, je pensais à ça. Mais bon, après, je pense que c'est pas très grave parce que le principal, c'est que l'information soit partagée. Et après, si quelqu'un a vraiment une question et qui a besoin d'en discuter, ça peut remonter via le manager, en fait. C'est pas grave. Une fois qu'il a l'information, s'il se dit, bah non, j'ai pas envie de parler devant 120 personnes et poser ma question, c'est peut-être débile ou j'en sais rien. Bah après, il peut en parler avec son direct report, et éventuellement, ça peut revenir ou il vient nous voir. Enfin, nous, on est hyper accessible, on parle avec tout le monde, hein, donc il vient nous voir et il en discute avec nous. Et c'est pas un problème si ça se fait pas en séance, mais au moins l'information elle est passée à tout le monde. On peut pas dire je suis pas au courant, je savais pas qu'il y avait ça qui s'était passé. Et voilà, une demi-heure, mais il faut que ce soit une demi-heure efficace. Hein. Nous, on lutte toutes les semaines pour que les gens ils arrivent pas avec 10 minutes de retard, quoi. Ça commence là et voilà. C'est ce que j'allais te dire. Ok, très bien cet outil. Merci du partage. Il y a d'autres choses que vous faites en termes de partage d'informations? Alors, oui, il y a plein de choses que je pourrais citer, mais il y en a une autre qu'on faisait chez Mailjet et qu'on va probablement commencer à faire chez Regat. C'est que cette information qu'on a transmise avec le weekly, elle reste très superficielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste donner des grandes guidelines et des challenges, mais on va pas rentrer dans une problématique particulière. Ce dont on s'était rendu compte chez Mailjet, c'est que finalement, les gens, ils savaient pas forcément ce que les autres faisaient. On croise des personnes dans le couloir. Moi, tu me dis, je fais du SEO ou je fais je sais pas quoi, et je vais te regarder, je vais faire, bah c'est génial, mais moi en fait, je fais de la finance et je comprends pas ce que toi tu fais. Quel est ton quotidien? Quelles sont les problématiques que tu gères exactement? Et on peut en avoir une compréhension high level, assez macro, mais voilà, on n'a pas forcément toujours la compréhension puissante des éléments. Et on a commencé à organiser ce qu'on nous on appelait à l'époque des sandwich lunch. Donc en gros, c'était un moment, donc c'est pareil, c'est toujours compliqué quand on a des fuseaux horaires complètement opposés, mais en tout cas, on essayait de le faire dans le plus que ça puisse fonctionner. Parfois, on changeait pour que ce soit pas toujours les mêmes pays qui puissent se connecter. Mais c'était une session où une personne de la société venait et faisait une présentation d'une problématique spécifique, d'un projet qui avait été fait avec un angle particulier, et pendant une heure expliquait. Donc ça se prépare, hein. Il faisait des slides, il expliquait tout à la société et tout le monde venait, et c'est pareil, c'était obligatoire. Et même à l'étranger, ils venaient. Et donc, voilà, on achetait des sandwichs ou à manger pour tout le monde. Et tout le monde mangeait et en même temps écoutait la présentation dans tous les pays. Et même, on avait du coup des membres du management qui faisaient partie du C-Level, qui n'étaient pas basés en France, qui étaient, par exemple, on avait ce que nous on appelait la VP Deliverability, qui est un truc métier pour l'emailing qui était basé aux US. Bah, elle aussi, elle a fait son sandwich lunch. Et nous, on était tous à Paris en train d'écouter sur le grand écran, en train de manger et d'écouter ce qu'elle nous expliquait sur les projets qu'elle avait menés pour améliorer la délivrabilité des emails. Et voilà. Et en fait, ça permettait de rentrer un peu plus dans des zones dans lesquelles, si c'est pas ton métier, tu vas pas savoir dans le détail ce que la personne elle gère au quotidien et de comprendre un peu différentes problématiques. Moi, je trouvais ça hyper riche en termes d'informations. Bon, j'étais pas très fan de fait que ce soit sur le midi, mais si je le refais chez Regat, je pousserais peut-être plus sur le goûter. Mais voilà, sur le principe, on a tous compris. Ouais. Et puis alors effectivement, j'imagine que dans le contexte précis de l'internationalisation, c'est un bon moyen de faire en sorte que certaines équipes qui sont peut-être un peu plus loin des pays qu'on est en train d'ouvrir puissent donner un petit journal de bord, quoi. Exactement. Ok. Super. Et qui dit international dit importance capitale des managers, forcément, que ce soit les country managers ou le management en tant que tel. Donc là, je pense qu'il y a plein de débats sur est-ce qu'on fait un modèle centralisé, décentralisé. Je pense que ça, c'est un sujet d'orga, donc on n'est pas forcément obligé de le craquer ici. Qu'est-ce que toi, tu as observé qui est une bonne pratique dans l'utilisation et l'appui des managers pour une internationalisation réussie ?
Alors, il n'y a pas de secret. Honnêtement, les échecs que j'ai constatés, c'est quand les personnes n'allaient pas suffisamment dans les pays. Donc, par exemple, quand il y a des grosses équipes, donc là, on n'est pas sur un modèle où il n'y a pas beaucoup de personnes et que on attaque un marché, mais peut-être plus, voilà, j'ai peut-être un back-office support quelque part, ce qui était notre cas, par exemple, chez Medjet. Ben, si tu vas jamais les voir, l'information, elle se transmet pas de façon fluide. Donc potentiellement, les gens ne vont pas oser te dire qu'il y a des problèmes. Et, et ils vont toujours te dire que tout va bien. Et quand tu vas y aller, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, factuellement, il y a des choses qui vont pas, mais juste, on n'a pas osé te le dire. Et comme tu viens jamais, il n'y a pas ce lien qui s'est créé. Et donc, en fait, t'es pas au courant. Et ça, même moi, quand j'étais consultante, j'avais mis en place des centres de services partagés. À cette époque-là, c'était en République tchèque. Et en fait, ils avaient toujours la culture de dire, ben non, en fait, l'information, elle reste ici. Elle n'est pas transmise en France dans l'équipe qui gérait ça. À l'époque, c'était chez Pixmania. Et, euh, et en fait, à distance, tout allait toujours bien. Et quand on se déplaçait et qu'on allait les voir, Bah on là, se on peut rendait compte qu'il adresser y avait les vrais trucs, plein de quoi. dysfonctionnements, quoi. Plein de dysfonctionnements. Et ils n'osaient pas nous le dire. Et je pense vraiment que on peut pas tout gérer à distance. Et que je sais que c'est pas ce que je suis en train de dire n'est pas forcément dans l'air du temps. C'est pas bon pour le bilan carbone, etc., etc. J'en ai conscience. Mais malgré tout, il y a besoin de se voir physiquement de temps en temps, de pouvoir communiquer, et d'autant plus quand on est dans des pays différents, parce que on n'a pas tous la même culture entre les différents pays. Il y a vraiment des biais culturels qui font que parfois l'information, elle va pas être transmise de la même façon. Elle va peut-être être un peu plus diluée, un peu plus politiquement correcte. Et en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que c'est vraiment la grosse merde, si je peux me permettre, alors qu'à distance on se disait bon, c'est pas génial, mais ça n'a pas l'air d'être la cata non plus. Et vraiment, moi je vois que il y avait souvent des problèmes là-dessus. Après, du coup, il faut se déplacer. Et après, sur le lancement des pays, les échecs, c'est quand on n'a pas réussi à trouver des personnes avec le bon leadership. Ça peut paraître un peu bête, mais comme c'est des équipes qui sont quand même souvent en autonomie, même si on essaye de faciliter les échanges et tout, on s'est rendu compte que les pays où ça marchait bien, c'était les pays où il y avait des personnes qui étaient à la tête, qui avaient beaucoup de leadership, qui étaient vraiment inspirantes pour les équipes sur place, et qui n'étaient pas juste un peu passe-plat de ah, le siège a dit qu'il fallait qu'on fasse ça, tiens, est-ce que tu peux faire ça, et parfois c'était un peu à double tranchant, parce qu'on avait l'impression que ils respectaient pas les choses qu'on pouvait leur dire nous à distance, et qu'il fallait un peu lutter pour ça. Mais en même temps, il y avait quand même beaucoup de positifs, parce qu'on se rendait compte que les personnes, elles étaient hyper loyales envers la personne qui était là, et donc hyper committées, hyper investies pour faire que le pays fonctionne bien, etc. Et donc vraiment ce côté un peu, cette fibre de leadership, et ce côté un peu entrepreneurial qui avait été vraiment assez successful dans le lancement des pays. Et du coup, pour l'ouverture de pays, chez Regat, vous avez choisi quel modèle? Vous recrutez un country manager ou une country manager? Il y a Ouais. un de vous deux qui va passer un peu de temps sur place? Alors, on va commencer par la première question, et la deuxième, ça j'ai plein de choses à dire aussi, mais oui, le poste le plus important, comme j'ai dit, c'est le country manager, donc c'est le premier qu'on a recruté. Nous là, on est en train de lancer l'Espagne, on a trouvé notre country manager, et on lance le recrutement du reste de l'équipe, et donc elle est forcément force de proposition sur aussi les profils qu'on va réussir à capter localement pour aller développer le pays. Maintenant, ça va être important que nous, on y aille régulièrement pour aussi capter un peu ce côté différence de marché, nécessité d'adoption. Mais là aussi, le country manager est hyper impliqué. Par contre, je sais que sur certains pays, et notamment chez Medjet, on avait eu le problème, et je sais que ça, c'est plein de founders ont ce sujet-là, c'est quand tu veux aller aux États-Unis. Euh, quand on te dit, tiens, ce serait une bonne idée de lancer le business aux États-Unis. Ah oui, allons-y. Et là, nombre de sociétés se sont cassées les dents sur ce fameux dilemme. Et souvent, on dit, c'est impossible d'y arriver sans qu'il n'y ait pas un des founders ou le dirigeant qui aille vivre sur place pour pouvoir faire les choses. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est pas évident. Nous, chez MLJet, on a à un moment effectivement pris la décision, donc c'était Alexis, donc mon associé actuel, qui était le CEO de la société à cette époque-là, d'aller faire 50% de son temps aux États-Unis et 50% de son temps
ailleurs, en France et voir les autres filiales. Et ça, c'est hyper impactant d'un point de vue personnel, c'est hyper fatigant aussi, parce que se déplacer comme ça sans arrêt, avoir les jet lag et compagnie, voilà. Et c'est pas évident. Mais nous, on a vraiment noté une différence. Quand il a commencé à faire ça, c'est là qu'on a vu le business a commencé à prendre. Parce qu'en fait, il y a des décisions de management, la capacité à voir si une personne peut délivrer, que tu constates un peu au quotidien avec des échanges informels et voilà, et que tu vas pas forcément voir sur une réunion en Zoom à distance. Et vraiment, ça a changé la donne. Il y a des gens qui faisaient un peu illusion à distance, qui sont pas dû partir parce qu'on s'est rendu compte que non, ça le faisait pas. Et ça a été aussi plus facile de convaincre sur place pour recruter les personnes, parce que les gens se sont dit il y a le founder, donc c'est une priorité pour eux, donc en fait ils vont vraiment mettre les moyens pour que ça fonctionne. Et voilà, mais moi je trouve que c'est très très impactant pour la personne et pour sa vie de partir vivre comme ça à l'étranger. Oui, c'est pas neutre, hein. C'est vrai que alors on va bien se garder de vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez vu, il y a plusieurs options. On peut essayer de trouver un ou une très bon country manager, se reposer dessus. Les États-Unis, c'est vrai qu'il y a quand même plutôt un track record de ça se passe mieux quand c'est un des founders, une des founders qui va. Mais bon, il n'y a pas d'absolu non plus. En tous les cas, l'importance du casting de qui est en train de dérouler la roadmap du pays est absolument fondamentale d'un point de vue managérial. Et après ça, oui, il va falloir de toute façon y passer une petite tête de temps en temps. Enfin, en tous les cas, créer de la proximité. Comme toi, je vais pas ouvrir le débat sur l'empreinte carbone, notamment parce que là, je vais faire un petit pas chassé. Je pense à toutes les boîtes qui fonctionnent en asynchrone et avec une culture de l'écrit très forte, donc où c'est encore une culture qui est différente. Mais en tout cas, je pense que ce sur quoi on peut être 100% d'accord, c'est l'importance d'avoir une proximité très forte avec ces équipes, quelle que soit la nature de la proximité dans votre culture de boîte. Et alors, on peut pas ne pas ouvrir ce chapitre-là, ça serait dommage. Mais qu'est-ce que tu relèves comme piège à éviter, comme choses sur lesquelles vous avez peut-être déjà un peu essuyé les plâtres, des choses que tu aurais fait différemment, soit dans l'aventure Mailjet, soit dans l'aventure effectivement Régate. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu dans ce chapitre-là ? Ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'est pas tous spécialistes de tous les pays. Donc en fait, il y a des choses qui sont réglementaires et ça, c'est assez facile de le respecter parce qu'on va aller prendre tel expert comptable en local qui va s'assurer que tout l'aspect paye, déclaratif et compagnie est légal et qu'on respecte bien tous les éléments. Puis après, il y a ce qui n'est pas réglementaire et qui relève plus de la pratique locale. Et je me suis aperçue que forcément, on est tous un peu auto-centrés. Donc, ce qu'on connaît nous semble être la norme. Et donc, du coup, on se dit, si ça fonctionne comme ça ici, ça fonctionne comme ça là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de, 3-4 ans, où on avait mis, 3-4 ans où on avait mis en place l'Espagne, que, en fait, en Espagne, non, il y a des horaires d'été. C'est des horaires décalés, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine période dans l'année, ils vont commencer beaucoup plus tôt et partir beaucoup plus tôt du travail. Ou c'est dans l'autre sens, je sais plus. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a un changement. Et nous, on a été c'est pas nous d'ailleurs, c'est moi. Faut assumer faut assumer ses bêtises. J'étais assez récalcitrante à les autoriser à mettre en place ces horaires d'été pour des raisons assez simples qui étaient que on était tous sur le même fuseau horaire et que si les gens commençaient à avoir besoin de les solliciter à des heures où finalement ils sont pas là et qu'il y a quand même 2 heures de décalage par rapport à tout le reste des personnes qui sont en Europe, je me disais c'est quand même abusé, etc. Et en fait ça a créé beaucoup de badwill et finalement on en a discuté une première année, on a dit non. La deuxième année on a dit allez, on va faire un test. Et en vrai, ça s'est très bien passé. Et je pense que ça a été hyper apprécié par toute l'équipe sur place de pouvoir bénéficier de cette chose-là, qui n'était pas une obligation, mais qui était dans la pratique locale du pays et qui faisait qu'en fait, ils avaient la sensation d'être comme tous les autres personnes qui travaillaient autour d'eux en Espagne. Et c'est des petites choses comme ça qui font qu'en fait, c'est juste que le modèle qu'on a soi est pas forcément le modèle qui se pratique ailleurs. Il faut accepter ça et essayer de pas trop être rigide sur ces choses-là. Alors, je vous donne un outil pour ça. Je ne sais pas si tu l'as feuilleté, mais en tout cas, c'est très, très, très cool à lire en plus. Lisez The Culture Map de Erin Meyer.
C'est un bouquin qui modélise les différences culturelles, parce que en réalité, l'exemple que tu donnes, je le trouve super chouette, parce que ça fait partie d'une différence culturelle. En Espagne, ça fait partie des choses qui sont qu'on n'a même pas besoin d'expliciter. J'imagine, je connaissais pas ce rituel d'horaire d'été, mais ça serait l'équivalent en France, qu'on vienne nous dire ah bah non, tu vas pas prendre plus que 20 minutes pour ta pause déj. On va faire quoi? Bah non, mais la pause déj, c'est le moment où je déjeune avec mes potes et tout, c'est 1 heure au bas mot, etc. Et en fait, il y a plein de règles comme ça qui sont pas du réglementaire, mais qui sont des règles culturelles. Et donc le bouquin The Culture Map de Erin Meyer, ça va vous donner déjà une idée de comment sont organisés les pays sur différentes dimensions. Donc par exemple, dans le rapport au temps, l'Allemagne est plus rigide que la France, qui est plus rigide que l'Italie, qui est plus rigide que les pays d'Afrique, par exemple. Mais ce qui est intéressant, je vous donne juste cet exemple-là, c'est une toute petite anecdote que je trouve intéressante, c'est que ce que ça veut dire en relatif, c'est que les Français considèrent que les Allemands sont psychorigides et que les Italiens sont sloppy. Alors qu'en réalité, les Allemands pensent qu'on est tous sloppy. C'est juste une question de là où on se positionne. Et effectivement, je connaissais pas, ça a l'air intéressant. C'est trop bien, c'est trop bien, et c'est vraiment quelque chose qui est chouette dans les dîners. Et je termine juste cette anecdote parce que ça vous donnera. J'ai envie de donner aux gens envie de lire ce livre. En fait, ce qu'on va comprendre, notamment à travers ce bouquin, c'est que il y a des raisons pour ça. Par exemple, pourquoi est-ce que l'Allemagne a un rapport au temps qui est martial, et pourquoi est-ce que les pays d'Afrique ont un rapport au temps qui est laxe? C'est pour une raison qui est très simple, c'est que l'Allemagne a été un des premiers pays de l'industrialisation. Donc ça a été un des premiers pays avec lesquels le fait d'arriver à l'heure ou en retard avait un impact sur la production des usines. Donc oui, c'est très grave d'arriver avec 5 minutes de retard, parce que si tu es ouvrier et que tu arrives avec 5 minutes de retard, ça veut dire qu'il y a toute la chaîne qui se lance pas. Donc c'est chiant. Donc voilà. Et à l'inverse, dans les pays de culture africaine, il y a une instabilité qui est forte à beaucoup de niveaux, à commencer par la météo. Typiquement, ça peut tout à fait arriver qu'il y ait une route qui ne soit plus praticable parce qu'il y a eu un déluge. Et dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de dire on se retrouve demain 9h. On se retrouve demain quand j'arrive. Parce que la route, elle sera comme elle sera. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on dézoome des habitudes culturelles, je prends l'exemple, c'est des exemples qui sont donnés dans le livre, ça donne des choses du genre, vu des yeux d'une culture africaine, ça n'a quand même aucun sens d'avoir un questionnaire pour un séminaire qui aura lieu dans 3 mois qui te demandera au dîner si tu veux du poisson ou du poulet. C'est trop loin. Oui. C'est absurde. J'imagine que entre les différents pays africains, il doit aussi y avoir des différences. Absolument, bien sûr. J'ai fait quelque chose de dézoomé. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. C'est très large. Mais en tout cas, je vois ce que tu donnes, et ce que j'entends, c'est que qu'on soit dans une position de founder ou de HRBP, de RH, c'est important d'être attentif aux signaux de particularité d'un pays, et de voir comment on les fait fitter dans la culture globale de l'entreprise. Mais tout en respectant le fait que effectivement l'Espagne c'est l'Espagne, la France c'est la France, etc. quoi. Ouais. Et après, dans les autres pièges à éviter, nous on en a subi un aussi, toujours pareil chez Meljet, parce que bon, regarde, on est quand même encore assez jeune, et donc peut-être qu'on est en train de rentrer dans des pièges, mais je les ai pas encore identifiés. Mais en tout cas, chez Meljet, c'est qu'on a commencé à aller sur le marché américain avec une grille de salaire en tête qui nous correspondait, qui nous semblait être la bonne. Et on s'est rendu compte qu'à New York, les salaires étaient délirants. Et on s'est dit, bon, ok, on va augmenter un peu, mais on va quand même pas non plus... Et en fait, non, tu peux pas avoir quelqu'un de bien si tu n'as pas conscience du salaire qui est demandé sur le marché. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et même si tu as l'impression de payer un bras pour quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que j'ai envie de dire que payer un bras, ok, mais pour quelqu'un d'exceptionnel, c'est encore mieux, mais voilà, enfin, faut le faire. Et nous, on a perdu beaucoup de temps à cause de ça, parce qu'à chaque fois que tu fais un mauvais choix comme ça, bon, alors aux US, heureusement, c'est pas comme en France. Enfin, j'allais dire, non, là, j'ai l'impression complètement de passer à droite en disant ça, mais c'est pas grave. Non pas que je sois de gauche non plus, mais
J'allais dire, heureusement, c'est pas comme en France, parce que quand on prend une mauvaise décision comme ça, bon, bah, la personne, au pire, tu l'as attendue 2 semaines, 1 mois maximum, elle arrive, tu te rends compte que tu t'es raté, tu te dis, bah non, en fait, nos chemins vont se séparer, je vais rechercher quelqu'un d'autre, et bon, finalement, tu perds pas non plus des masses de temps. En France, quand tu prends des mauvaises décisions, tu attends 3 mois au moins que la personne arrive, là, tu regardes si elle fait le taf pendant 2 mois, ça marche pas, ok, je relance un recrutement, je repère 3 mois, etc. Et en fait, tu peux vite te retrouver à avoir 7-8 mois de retard sur ta roadmap dans un pays, juste parce que t'as pas voulu mettre le bon prix pour la bonne personne, parce que ça te semblait complètement décorrélé selon tes standards. Mais ça, c'est vrai que, je peux tout à fait entendre que la première fois qu'on se dit, mais je vais quand même pas mettre 250K sur la table pour un dev. Bah si, parce que si tu veux payer au marché, c'est ça. Et j'en profite juste donc pour faire un petit coucou à Virgile Ringard de Figures, parce que Figures, c'est un super outil pour benchmarker les salaires, notamment avec la variable pays ou la variable localisation, parce que même on pourrait dire qu'entre Paris et province, il n'y a pas forcément systématiquement les mêmes salaires, mais en tout cas il y a des spécificités, ça dépend un petit peu des métiers, et Figures vous permet de faire un bench de ça précisément, donc de dire si je veux payer au marché dans tel pays, c'est à peu près tel multiplicateur que je dois faire sur le niveau de seniorité, etc. Mais oui, effectivement, celles et ceux qui nous écoutent le savent peut-être, je partage ma vie entre la France et la Suisse. La première fois qu'on paye un poulet à 12 francs en Suisse, alors qu'il est normal, et que c'est juste parce qu'il a été travaillé par des salaires suisses, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, c'est le contexte. Exactement. Ok, donc ouais, on fait attention au salaire, et puis quelque part, j'imagine, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure dans les off-site aussi, faut adopter une position qui est froide et rationnelle et se dire je budgète mon pays en fait. Ah oui, Tout simplement, si je veux ouvrir les US, ça sera avec des salaires US, quoi. Oui, enfin, bien sûr, tout le monde le fait de cette façon-là, mais en fait, on a toujours un peu ce frein quand on arrive et se dire, mais mon Dieu, c'est pas possible qu'il soit payé 2 fois le prix de quelqu'un en France, ça n'a pas de sens. Et en fait, il y a un moment, de toute façon, ouvrir un pays, c'est pour une société, c'est un budget tel. C'est vrai, c'est de la consommation de ressources, d'argent, enfin de temps et d'argent, et donc si on le fait, faut pas le faire à moitié, quoi, parce que sinon ça sert à rien, autant pas le faire. Et peut-être avant d'atterrir sur cet épisode, c'est quoi les résultats de quand on met les choses en place bien? Parce que toi, tu as vu un avant-après Mailjet, vous avez mis en place des choses très bien chez Regat. C'est quoi, quelque part, l'avant-après de quelque chose, d'une bonne internationalisation? Je dirais que le résultat le plus probant, ça va être quand tes équipes sont là depuis un certain temps. Parce que tu t'aperçois que quand tu as du mal à bien gérer ta filiale à l'étranger, tu vas bien évidemment avoir un turnover qui va être beaucoup plus intense qu'ailleurs, et forcément du coup des résultats dégradés aussi en termes d'atteinte d'objectifs, parce que le turnover induit de l'inefficacité du re-recrutement, du re-onboarding, du re-ceci, re-cela. Et donc en fait, le résultat de tout ça, et moi il est vraiment très business oriented, c'est que tu as des personnes qui sont là depuis au moins 3 ans, qui connaissent très bien le produit, qui connaissent très bien le marché, et qui du coup vont bien réussir à déployer la société dans ce pays-là, et qui sont là depuis un certain moment, qui prouvent qu'en fait ils se sentent bien dans la société et qu'ils se sentent bien avec leurs collègues, sinon ils seraient partis. Et c'est ça, enfin in fine, faire tout ça, c'est pas juste parce qu'on veut tous devenir bons amis et partir et boire des verres ensemble et tout. L'objectif de tout ça, on est dans une société, c'est que le déploiement dans un nouveau pays fonctionne bien, qu'on atteigne nos objectifs et que tout le monde se sente bien pour travailler dans cette société-là, que ce soit épanouissant pour les personnes et pour la société. Écoute Laura, un grand merci pour tout ça. On a parlé sentiment d'appartenance, on a parlé comprendre un peu les spécificités culturelles et s'y adapter, on a parlé de la communication, on a parlé de l'information, on a parlé de la place des managers là-dedans. Je pense qu'on a fait un bon tour et qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie de discuter avec toi, on a envie d'engager la conversation. Comment on fait ça? Alors moi je suis très old school, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Twitter, donc
LinkedIn, voilà. Ça Vous passe. pouvez me contacter sur Écoute, je LinkedIn. pense que c'est la réponse de 99% des gens. Donc, on te contacte sur LinkedIn. Tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Alors, écoute, je suis pas toujours en train de regarder des podcasts ou ce genre de choses, même si il y en a que j'adore, mais qui n'ont rien à voir avec les RH. Donc, si je devais donner quelque chose qui était en lien avec les RH, Tu peux en donner qui n'ont rien à euh, voir avec les RH si tu veux. ah oui, c'est vrai. Alors, j'adore le podcast des couilles sur la table, Yes, qui est un je podcast l'attendais, féministe. je l'adore aussi. J'ai vraiment, Victor Toyon est hyper smart et a toujours un angle de vue très intéressant sur les problématiques sociétales. Et après, sinon, un article que j'ai lu récemment que j'ai trouvé assez sympa et mais qui est pas tout à fait RH, qui l'est à moitié. C'est un article sur l'acceptation de la médiocrité en entreprise de Philippe Silberzan. Et c'est un article qui est très intéressant, qui est un article à la fois de RH et surtout de management sur comment dans les sociétés on se met à accepter quand quelque chose fonctionne mal au lieu de se remettre en question et de descendre dans l'opérationnel pour modifier les choses. Donc l'exemple typique pour que tout le monde comprenne de quoi je suis en train de parler, c'est mon train SNCF à 5 minutes de retard, il n'est pas sur le quai et pourtant il est affiché à l'heure et tout le monde trouve que c'est normal alors qu'en fait, bah non, il n'est pas là. Et voilà, mais c'est tellement ancré dans les mentalités que mon train aura 5 minutes de retard qu'au final, bah, c'est ok, c'est la norme. Alors que non, bah, voilà, on devrait comprendre pourquoi il a 5 minutes de retard, améliorer les choses et tout. Et d'un point de vue managérial, c'est le courage de ne pas rester sur le niveau du dessus en se disant oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais on va contourner le truc, etc. C'est de se dire non, en fait, on va mettre les mains dans l'opérationnel. On va regarder pourquoi ça fonctionne pas et on va trouver une solution pour que ça fonctionne. On va pas contourner le sujet. Et c'est justement l'explication de pourquoi certaines sociétés déclinent à cause de l'absence de courage managérial et voilà, de l'acceptation de la médiocrité. Très intéressant comme article. Excusez-moi d'avance de faire durer cet épisode un tout petit peu plus longtemps que ça pourrait, mais je ne résiste pas à l'envie de vous donner une autre petite anecdote franco-suisse, puisque tu me parles de ça. Il y a un truc que j'ai découvert en Suisse que je trouve proprement hallucinant, c'est les voies d'arrivée des trains en Suisse sont connues 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que si vous avez un train là en juillet, on saura qu'il sera voie 2. Parce qu'on le sait. Et c'est marrant, il s'avère que je connais des gens qui travaillent à la SNCF qui m'avaient dit ouais mais non mais c'est pas possible. Si, apparemment. Pour certaines personnes. Ça doit se retrouver dans le mapping culturel dont tu parlais tout à l'heure. Probablement. Oui, c'est une culture spécifique, la Suisse. Mais évidemment, même si ça n'a rien à voir avec les sujets RH, ça a à voir avec les sujets humains, écoutez les couilles sur la table, à plus forte raison si vous êtes comme moi, on va dire, très éloigné au quotidien de ces sujets-là, parce que moi je suis homme, blanc, cisgenre, hétéro, et effectivement comprendre... Et on peut être homme, blanc, cisgenre, hétéro et féministe. Donc, oui, absolument. Mais ce que je voulais juste dire pour un petit témoignage personnel, c'est que je trouve ça très éclairant et très bien expliqué par Victoire pour comprendre des choses que je ne vis pas au quotidien et qui sont donc peut-être plus cryptiques pour moi et qui le sont beaucoup moins grâce à Victoire. Donc merci Victoire, écoutez les couilles sur la table. Et enfin, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais inviter sur ce podcast pour que je le reçoive, lui passer le micro et le casque pour un futur épisode? Écoute, moi j'ai recruté chez Mailjet une personne qui s'appelle Caroline Lopez, qui était donc la responsable RH chez Mailjet. Et cette personne est incroyablement compétente, elle a un potentiel de dingue et en fait elle est très vite montée sur tous les sujets et aujourd'hui elle est la DRH de Preto. Donc au niveau carrière, elle a été très vite et c'est quelqu'un qui est vraiment très bon en RH et je t'invite à la solliciter si jamais tu as envie d'avoir une discussion passionnante. J'ai toujours envie d'avoir des discussions passionnantes. Donc Caroline, de deux choses l'une, au moment où Laura doit réfléchir à la personne qu'il faut inviter, et c'est à toi qu'on pense évidemment. Et d'autre part, ta place évidemment ici est toujours bienvenue. Tu peux venir quand tu veux, je te recevrai avec plaisir dans le podcast du Human Factor. Laura, c'était un plaisir. Merci d'avoir pris ce gros sujet de l'internationalisation et de nous en avoir parlé. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire merci pour ton temps. À très vite et puis à la prochaine. À très vite, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi.